Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième séance de Facebook Live Stream. On était bercés par des bruits d'oiseaux. On salue notamment la fille de Mélanie Ruel. Apparemment que l'oiseau de sa fille répondait à nos bruits d'oiseaux. Donc, plusieurs personnes sont à l'écoute visiblement. Donc, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir cette deuxième séance-là avec vous. Vous avez été vraiment nombreux la semaine dernière à nous suivre. Beaucoup de gens, vraiment, là, des centaines de personnes ont visionné la vidéo à la suite de sa publication. Donc, cette semaine, on vous revient avec donc un nouveau concept qui, je crois, va vous plaire. On va avoir une super belle aventure encore aujourd'hui et on va parler donc d'écologie et de biodiversité. Donc, on va parler d'écologie et de biodiversité. Par la suite, on va prendre certaines de vos questions. Vous allez voir que certaines des questions ont déjà été posées. On s'est servi de ce qui avait été publié la semaine dernière au niveau de vos observations, de vos questions que vous avez publiées sur le groupe Facebook des sciences dehors à l'école. Et je vais vous laisser avec 2 suggestions d'activités par la suite. Et probablement que ça va être une formule qui va être adoptée au cours des prochaines semaines. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient aborder beaucoup de thématiques scientifiques en général. Donc, je pense que pour satisfaire notre envie de curiosité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter des gens, on va inviter des scientifiques, des vrais scientifiques à venir nous parler de ce qui les passionne, de ce qu'ils aiment, de ce qu'elles aiment. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec un très grand plaisir que je vais commencer sans plus tarder avec notre première invitée. Donc, accueillons sans plus tarder Isabelle Laforêt. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, toi? Oui, alors Isabelle nous rejoint évidemment de façon virtuelle. Et si vous vous dites, c'est à quoi ça ressemble un scientifique d'habitude? C'est un homme blanc, vieux, avec un sarrau, qui a des lunettes. Donc, détrompez-vous aujourd'hui. Isabelle vient nous montrer un autre visage de qu'est-ce qu'un ou une scientifique. Alors, Isabelle est professeure à la Faculté des sciences dans le département de biologie de l'Université de Sherbrooke. Donc, juste avant qu'on commence, Isabelle, est-ce que tu peux te présenter un peu quels sont tes intérêts de recherche? Et évidemment, un très grand merci d'être avec nous comme ça à distance. Merci beaucoup Jean-Philippe. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir disséminer le savoir à d'autres personnes que des étudiants d'université. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Puis moi, mes intérêts dans la science, c'est surtout les interactions hôtes micro-organismes. Donc, ça peut aller des êtres humains qui ont des microbes, des bactéries, des champignons dans leur intestin, aux plantes, donc aux arbres plus particulièrement, aux micro-organismes qui se trouvent sur les feuilles des arbres dans la forêt tempérée québécoise. Wow! Donc, j'imagine que tu manques pas de sujets de recherche auxquels t'intéresser. Tout à fait. Donc, on va commencer par de la base un peu parce que le groupe des sciences dehors à l'école s'adresse principalement aux enseignantes, enseignants, aux gens du milieu de l'éducation, conseillères pédagogiques. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens là, qui nous joignent qui sont pas nécessairement des enseignantes, enseignants ou qui n'ont pas nécessairement un bagage de connaissances approfondies dans le domaine. Donc, on essaie d'élargir un petit peu et puis d'y aller avec des thématiques là, qui vont rejoindre les gens. Donc, peut-être si tu avais à définir comme première question, dans le fond, qu'est-ce que c'est l'écologie? On entend l'écologie souvent, on sait que ça fait partie de la grande famille de la biologie, mais qu'est-ce que c'est l'écologie? Tout à fait. Donc, l'écologie, on peut le définir comme la science qui étudie les relations entre les êtres vivants, humains, animaux, végétaux, et le milieu organique ou inorganique dans lequel ils vivent. Mais plus personnellement, l'écologie, pour moi, ça a été ma première passion à l'université. Je suis tombée en amour avec cette discipline-là qui est à la fois biologie, mais qui a aussi une grande composante mathématique ou statistique. Donc, l'écologie est apparue en 1859 dans le préambule de l'origine des espèces de Charles Darwin sous le nom d'économie de la nature. Donc, c'est une discipline qui a une belle histoire, une histoire longue. Puis, c'est une grande discipline qui a évolué en plusieurs sous-disciplines qu'on a nommées comme l'écologie végétale, l'écophysiologie, l'écologie animale ou l'écologie microbienne, maintenant l'écologie urbaine. Donc, plusieurs sous-disciplines qui se trouvent au sein de la grande discipline qui est l'écologie.
Puis, l'écologie s'intéresse aussi à la dynamique des écosystèmes. Donc, les grands patrons de dispersion des populations, par exemple, autant dans les écosystèmes terrestres ou aquatiques, donc sur la Terre comme dans l'océan. Vous vous demandez peut-être c'est quoi un écosystème en fait. Donc un écosystème, on le définit comme l'unité écologique de base qui est formée par un milieu et les organismes qui y vivent. Et puis dans les dernières années ou les derniers peut-être 150 ans, on a vu l'apparition d'un nouvel écosystème qu'on peut appeler l'écosystème urbain, qui serait les villes dans lesquelles on vit, être humain, mais où aussi il y a une grande population animale, arthropode, microbienne qui s'est installée. Donc, l'écologie, c'est une science à plusieurs échelles qui va du plus petit, des micro-organismes qui sont mon dada de l'étude de ma recherche. Puis, les micro-organismes incluent champignons, bactéries, virus, hein. Mais ça va aussi aux échelles plus grandes, donc les échelles locales, où on va faire l'étude des populations animales, par exemple l'étude des populations d'oiseaux, de mammifères. Et puis, à l'échelle du paysage, où là, on va définir les biomes, puis on va suivre plusieurs populations. Donc, les biomes, c'est un peu des macro-écosystèmes, puis c'est un ensemble d'écosystèmes qui est caractéristique d'une aire biogéographique et qui est nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y dominent. Donc, l'écologie, c'est aussi une étude des interactions. Donc, on s'intéresse à la compétition, autant au niveau même d'une seule espèce qu'entre plusieurs espèces, comme par exemple entre le loup et le coyote. Et puis, il y a du mutualisme aussi, où quand deux espèces s'entraident, de la prédation et du parasitisme. Donc, c'est une étude des interactions entre espèces et au sein des espèces. Un écosystème, oui, vas-y, Jean-Philippe. Un écosystème, c'est gros comment? Est-ce que le terrain de ma maison, ça peut être un écosystème? Est-ce qu'un continent, c'est un écosystème? Comment on définit un écosystème? Je pense que la définition est assez plastique dans le sens où un écosystème peut se trouver à plusieurs endroits sur la planète. Quand on parle des écosystèmes terrestres, on va parler des écosystèmes qui se trouvent sur la terre ferme. Donc à ce moment-là, ça a plusieurs échelles. Mais on peut aller sous-définir les écosystèmes pour les situer localement. Donc c'est comme une grande famille dans laquelle on peut mettre plusieurs lieux géographiques. Et puis, quand on parle d'écosystème, d'écologie, c'est certain que en tout cas, depuis très longtemps, on en parle, mais c'est certainement là, une question ou un concept qui revient souvent dans les médias ou dans ce qu'on peut lire. La biodiversité. Donc, qu'est-ce que c'est, Isabelle, la biodiversité? La biodiversité, c'est la diversité du monde vivant à tous les niveaux. Donc, diversité des milieux, diversité des espèces, diversité génétique au sein d'une même espèce. Puis la diversité, c'est une des fonctions des écosystèmes. Donc, c'est un des services que les écosystèmes nous procurent, entre autres avec la filtration de l'air, filtrer les polluants, produire de l'oxygène, absorber le CO2. Donc, la diversité est considérée comme ayant une valeur économique parce que c'est là qu'on va aller puiser nos antibiotiques qu'on va développer et puis toutes sortes de médicaments qu'on va aller chercher dans des composés qui viennent de d'autres espèces que la nôtre. Donc, la diversité peut être mesurée par le nombre d'espèces si on fait simplement un décompte, mais aussi on peut prendre en compte l'abondance relative de chacune de ces espèces-là. Donc, on peut pondérer si une population est constituée principalement d'une seule espèce, ça n'aura pas la même valeur de biodiversité si toutes les différentes espèces ont la même valeur dans la population. Puis là, tu parles de biodiversité puis la valeur de certaines espèces, mais je suis quand même curieux de t'entendre. Est-ce qu'il y a différentes écoles de pensée? Parce que la biodiversité, il y en a qui vont peut-être dire que les espèces, on n'a pas besoin de justifier pourquoi les espèces sont là. On a l'impression que parfois, il y a un discours où on va essayer de quantifier la valeur d'une espèce, peut-être pour permettre de valoriser davantage ou de rejoindre plus les gens, de les toucher. Pourquoi est-ce qu'on parle en biologie, en écologie, de la valeur d'une espèce, alors que la vie n'a pas besoin d'avoir une valeur monétaire là, pour exister? En fait, c'est un problème dû à notre société, à notre culture, c'est qu'on est incapable de valoriser quelque chose par autre chose que de l'argent. Donc, c'est en mettant une valeur monétaire sur une ressource comme une espèce
qu'on est capable de, après ça, comparer, par exemple, donner l'accès à un terrain pour une construction ou conserver la population d'une grenouille rare qui y réside. Donc, c'est plus facile pour nous de justifier de préserver une aire naturelle en mettant une valeur économique qu'en disant simplement, ben, ça va sauver 5 espèces de grenouilles et 3 espèces de plantes. Donc, les gens qui étudient les services écosystémiques ont pris cette approche-là pour nous permettre de mettre un coût ou une valeur monétaire sur les services de la biodiversité pour un peu nous protéger contre nous-mêmes de la détruire au complet. Ben écoute, c'est vraiment super intéressant comme réponse puis comme façon aussi de le considérer. Là, on voit qu'il y a quand même différentes perspectives. Ben, j'aurais maintenant envie de vous dire aux personnes qui est en train de nous écouter en direct, il y en aura certainement qui le regarderont en différé, mais les personnes qui sont en direct, dès maintenant, si vous voulez nous proposer des questions, on en a déjà préparé quelques-unes supplémentaires, mais si vous avez des questions que vous vous posez en écologie, Isabelle, ben, en connaît quand même beaucoup. On pourra voir là, dans la limite là, de ce qu'elle peut vous répondre, mais elle en connaît certes plus que nous, en tout cas, on l'espère. Donc, si vous voulez nous écrire des questions dès maintenant, je vais regarder dans le fil des questions, puis peut-être qu'on aura le temps pour sélectionner quelques-unes de ces questions-là. Donc, on espère que vous êtes avec nous, que vous avez peut-être certaines questions. Mais avant d'aller avec des questions des personnes qui nous écoutent en direct, la semaine dernière, je vous avais demandé à la fin de prendre des photos. Donc, j'avais proposé comme activité pour porter un premier regard. On avait parlé de pourquoi faire des sciences dehors. Je vous avais proposé de prendre des photos de questions que vous vous posez, d'observations peut-être que vous avez faites qui ne sont pas nécessairement des observations que vous faites habituellement. Et il y a vraiment plusieurs personnes qui ont publié 3 photos avec une description de ce qu'ils avaient observé ou des questions qu'ils avaient posées. Donc, je me suis inspiré de ça pour pouvoir par la suite poser des questions à Isabelle, donc des questions que vous avez posées. Alors, je commencerai peut-être comme première question avec celle-ci. Alors, on avait Kim Duguay qui nous a pris une photo de 2 arbres. Donc, on semble voir un conifère et un feuillu. Et elle se demandait donc comment s'appelle le phénomène des arbres qui poussent vers le ciel. Et j'imagine également, ben, pourquoi est-ce que les arbres poussent vers le ciel? Parfait. Donc, ce phénomène-là s'appelle le gravitropisme. Donc, principalement, pourquoi les branches des arbres, mais aussi les plantes, règle générale, poussent vers le ciel, c'est dû à la gravité. Mais il semble qu'il y a certains chercheurs qui ont été capables de démontrer aussi que les plantes, dans leur ADN, ont un désir de croître de façon rectiligne. Donc, ils ont un désir d'être le plus droit possible. Donc, ils réconcilient le besoin de suivre la gravité, mais aussi d'être le plus rectiligne possible par un phénomène qui fait en sorte qu'ils poussent vers le ciel. On a aussi, au travers de ça, le fait que les branches ou les feuilles et les tiges des plantes vont suivre le soleil par héliotropisme. Donc, si on a des plantes à la maison puis qui sont constamment tournées d'un côté vers la fenêtre, si on vire la plante complètement de côté, ben d'ici quelques jours, les branches, les tiges devraient s'être retournées tranquillement pour optimiser leur photosynthèse, donc exposer le plus de surface possible directement au rayon du soleil par héliotropisme. Écoute, c'est vraiment fascinant. Et puis, ben ça, on peut sûrement le voir en ce moment beaucoup. Il y a peut-être des personnes à la maison qui sont en train de profiter de cette période-ci pour faire pousser, germer des semis en préparation des jardins. Isabelle, ben, j'y vais de ma question très personnelle, mais j'ai justement là, plusieurs semis qui sont en train de pousser à la maison. Et ce qui se passe à la maison, ben, quand on a des semis, ils vont se diriger vers la fenêtre. Puis là, ben, souvent, ça va fragiliser. Peut-être, on a l'impression que ça va peut-être faire partir les semis du mauvais côté. Alors, si on ne peut pas sortir encore nos semis à l'extérieur et qu'on ne veut pas qu'ils poussent croche, je te prends comme ça, là, à froid comme ça, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner? C'est une vraie question que je me pose pour mes semis. Je suis pas la plus grande experte pour faire pousser des semis à la maison. En fait, c'est mon chum qui fait ça. Mais je peux penser que si on fait des rotations fréquentes de nos plants, ça peut donner un coup de main. C'est peut-être la solution facile. Oui, c'est ça. Là, j'ai des plants de courge là, qui poussent un peu comme ça. Puis il y a des plants de maïs qui s'en vont dans différentes directions. Donc, on va essayer de faire de la rotation puis espérer qu'il fasse quand même chaud rapidement.
Donc, on remercie Kim qui est justement à l'écoute. Là, on l'a vu là, dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter et je vous le dis, posez des questions, profitez-en. On est là en direct avec vous, avec Isabelle Laforêt-Lapointe, je vous rappelle, qui est professeure à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a encore 2 questions qu'on a prises, quand on a regardé là, les questions qui avaient été mises et les observations sur la page Facebook des Sciences dehors à l'école, mais on aimerait bien pouvoir avoir des questions à chaud aussi là, de votre part. Donc, la prochaine image, c'est une photo qui a été prise par Caroline Gendron et Caroline remarquait qu'il y avait des champignons sur une bûche d'arbre et Caroline se posait l'excellente question, donc ces champignons-là, est-ce qu'ils se nourrissent de bois? Donc, la réponse est oui. Ces champignons-là sont hétérotrophes, donc ils ont besoin de se nourrir de composants organiques pour survivre, versus des champignons qui seraient autotrophes, qui se nourriraient à même les minéraux, qui seraient capables de produire eux-mêmes leurs composés complexes organiques par photosynthèse, par exemple. Donc, ces champignons-là, on les appelle des saprophytes, puis c'est une sous-classe d'hétérotrophes et ils se nourrissent et décomposent la matière morte. Donc, à ce moment-là, ici, l'arbre mort. Puis, on peut penser aussi qu'en plus des champignons qui sont visibles à l'œil nu, ce qu'on voit, en fait, c'est le fruit du champignon. On voit pas l'ensemble du mycélium, donc les petits ifs des champignons qui sont partout dans la matière morte. Il y a aussi des bactéries au travers qui sont en train de décomposer la matière. Alors, ce sont des champignons hétérotrophes qu'on a ici, c'est ça? Hétérotrophes, saprophytes. Donc, saprophytes étant dans les hétérotrophes. Génial. Ben écoute, merci beaucoup. Les champignons, c'est aussi un sujet qui fascine souvent les gens. J'en profite d'une petite question comme ça. Est-ce que tous les champignons sont comestibles? Est-ce que c'est la majorité des champignons qui sont comestibles ou pas du tout? Donc, je sais que tu apprécies les champignons particulièrement, donc tu t'y intéresses pour les identifier dans la forêt. Peux-tu en profiter pour nous parler juste brièvement de qu'est-ce qu'on peut dire sur les champignons au Québec? Évidemment, à la maison, tous les champignons ne se mangent pas, mais je voulais t'entendre un peu là-dessus, Isabelle. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de champignons qui sont comestibles, mais il y en a une grande partie aussi qui peuvent causer des effets nocifs pour l'être humain ou pour les animaux, les mammifères. Donc, il faut jamais cueillir des champignons sans être capable d'identifier le champignon, d'avoir une confiance d'un expert de nous dire c'est quoi ce champignon-là. Puis, il y en a des excellents qui poussent en forêt québécoise. Puis, il y a d'autres cultures, comme par exemple en Espagne, où c'est vraiment plus fréquent pour eux d'aller cueillir des champignons, aller cueillir des boulettes, ce qu'ils appellent. Puis, ici au Québec, c'est pas extrêmement fréquent, mais il y en a beaucoup qui sont délicieux et c'est sous-exploité. Là. Si on pense à la morille qui pousse après les feux, ça a une valeur financière incroyable. Donc, oui, il y a beaucoup de champignons qui poussent, qui sont comestibles, mais pas tous, et ne jamais les cueillir sans être certain d'être capable de les identifier, parce qu'il y en a qui se ressemblent énormément, mais qu'il y en a un qui est nocif et l'autre qui est comestible. Puis il me semble qu'il y a des champignons là, qui poussent, on dirait, un peu à l'envers de d'habitude, qui sont oranges, qui sont un peu gros. Est-ce que tu connais ces champignons-là? Oui, en fait, le nom m'échappe, là. En ce moment-là, j'essaie de le trouver en même temps qu'on se parlait parce qu'on l'a cueilli ensemble à Saint-Michel-des-Saints il y a quelques années. Puis, c'est un champignon qui est parasité, qui acquiert le goût du homard. Donc, le nom m'échappe maintenant à brûle-pourpoint, mais je peux essayer de le trouver. Je pense qu'on les appelle les lobster mushrooms, c'est ça? C'est ça, exact. Ouais, c'est ça, le champignon homard. Donc, on a Marianne de Champlain là, qui nous rappelle le champignon homard. Donc, si vous écrivez ça, il y a le nom scientifique, mais le nom commun, vous pouvez facilement le retrouver. C'est ça. Et donc, je vais enchaîner en attendant avec la prochaine question. Donc, on a eu une photo de Sarah Regout qui nous montrait un arbre, on voit un petit peu de neige, on voit des bourgeons. En tout cas, là, on ne sait pas s'il y a encore des feuilles. Mais elle s'interrogeait au niveau des changements climatiques, une question super intéressante, puis j'imagine là, que plusieurs d'entre vous souhaitez connaître la réponse. Donc, le printemps, est-ce qu'il va toujours arriver au même moment si on a un phénomène de changement climatique au cours des années, des prochaines décennies? Donc, là, c'est une excellente question. Puis, en fait, là, on essaie de
transitionner vers le terme changement global. Donc, plus seulement oui, okay. changement climatique, mais aussi changement global parce qu'il y a une évolution de comment on utilise l'espace qui fait en sorte qu'on transforme notre environnement, qu'on l'urbanise, par exemple. Donc, on parle plus seulement de changement climatique, mais au terme plus large de changement global. Et donc, le changement global va faire en sorte que, oui, les saisons vont être modifiées. Ils ont déjà commencé à être modifiées. Donc, certaines saisons sont plus longues. Il y a beaucoup de variabilité présentement, mais oui, la réponse c'est le printemps arrivera plus nécessairement au même moment, puis ne finira plus la saison de croissance, donc d'été ne finira plus nécessairement au même moment. Une chose qui changera probablement pas, c'est les degrés lumière, donc les degrés jour. Donc, il y a beaucoup de plantes qui se fient à la durée du jour, du temps de lumière pour initier leur saison de croissance. Donc, ça va être de voir comment les plantes sont capables de combiner à la fois des températures plus chaudes, du dégel du sol qui arrive plus tôt, puis les degrés jour qui restent plus constants. Puis ça, ben, est-ce que ça pourrait pas jouer des tours à certaines espèces? Ben, probablement, mais en même temps, on s'entend qu'à travers les glaciations qu'il y a eu dans le passé, ces espèces-là ont déjà vécu ou survécu à des chamboulements de conditions climatiques. Donc, on peut espérer que les micro-organismes, les plantes interagissant entre elles vont être capables de s'adapter aux nouvelles conditions. Le problème, c'est la rapidité à laquelle le changement climatique, l'augmentation de la température en ce moment se poursuit. Donc, vraiment, ce sont, j'imagine, toutes des questions de recherche auxquelles les scientifiques s'intéressent, pour lesquelles il y a des projets de recherche pour les prochaines années. Oui, tout à fait. En fait, il y a une des questions qui était très importante au Québec, c'était est-ce que l'érable à sucre va être capable de migrer vers le nord avec l'augmentation des températures? Donc, on sait que l'érable à sucre, présentement, a une distribution aux États-Unis, au sud du Québec, mais tranquillement, comme on augmente la température, il pourrait s'étendre vers la forêt plus mixte, la forêt boréale. Puis, les chercheurs du Québec s'intéressent à savoir est-ce que l'érable à sucre va être capable de coloniser, prendre de l'espace, de migrer vers le nord et de s'adapter aux conditions qui lui seraient plus favorables vers le nord du Québec. Donc, ça, c'est une des questions qui est de très grand intérêt pour nous. Donc, ça vous permet de mener vraiment des recherches longitudinales là, sur plusieurs années, là, tout ça. Là. Exact. Puis, Jean-Philippe, je voyais une question tantôt à propos d'un trou dans l'arbre. Puis, si je me souviens bien, là, il y avait plusieurs personnes qui avaient posé des questions que c'était soit des nœuds ou des trous pour des nids ou des caries, donc des champignons qui ont créé des cavités dans l'arbre. Donc, ça, c'est les différents types de phénomènes. On parle de caries d'arbres, des champignons qui font un peu comme des caries dans la bouche? Oui, exactement, qui crée une cavité au sein de l'arbre. Puis il y a plusieurs arbres qui peuvent avoir une carie dans leur tronc, mais comme c'est le bois mort qui est souvent consommé, la structure extérieure de l'arbre reste viable. Donc, il est quand même capable d'avoir ses feuilles, de continuer à croître. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'arbre perd sa solidité. Puis, s'il continue à croître en hauteur et en largeur, ben, ça peut causer des dommages quand il va tomber parce qu'il va être moins solide. Mais ça, c'est fascinant encore ce que tu dis parce que, bon, en sciences, quand on enseigne les sciences, un des éléments importants à considérer, ce sont les conceptions initiales des élèves parce que quand on apprend les sciences dans la classe, bien évidemment, on est en contact avec les sciences, avec la nature depuis notre tendre enfance. Donc, on n'arrive pas à l'école avec aucune connaissance scientifique. Et on a parfois des conceptions qui peuvent être des bonnes conceptions scientifiques. On arrive souvent à l'école aussi avec des conceptions erronées. Pour les enseignantes, les enseignants, c'est vraiment un défi, un enjeu parce que il suffit pas juste d'enseigner, mais il suffit aussi parfois d'anticiper quelles sont les conceptions initiales des élèves et comment faire pour faire un enseignement qui va aller au-delà des conceptions initiales puis qui va réussir à convaincre les élèves de la bonne conception scientifique si on pense trop fort quelque chose qui n'est pas vraiment le vrai fait scientifique. Donc, tu parlais il y en a une des conceptions initiales fréquentes que les gens ont et c'est que l'arbre, dans le fond, quand on prend le tronc de l'arbre, les gens ont beaucoup l'impression que le milieu du tronc, c'est là où c'est important, mais en fait, la vie dans le tronc se trouve à quel endroit, Isabelle?
Écoute, je pense que ça peut aller de quelques pouces ou centimètres de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, plus l'arbre est gros, plus au centre, on va avoir du matériel qui est mort, entre guillemets, puis qui permet pas le flot de la sève. Donc, où la sève se déplace, c'est principalement dans cet espace-là. Puis c'est pour ça qu'on va aller mettre notre chantepleur pour recueillir la sève d'érable, par exemple, pas à 10 cm au fond d'un érable, mais vraiment en surface de son écorce. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a des arbres qui peuvent avoir des gros trous dans le milieu, mais ils sont quand même capables d'avoir de la sève qui va circuler ailleurs sur le tronc, c'est ça? Exact. Puis, ben, tu parlais de sève, justement. On a eu une question super intéressante. Est-ce que seulement les érables qui peuvent produire du sirop? Tout à fait. Donc, les érables ne sont pas les seuls qui peuvent produire du sirop. En théorie, on pourrait produire du sirop avec plusieurs espèces d'arbres. Mais est-ce qu'il serait aussi bon? Ça, c'est la question. Puis, si vous suivez l'émission de Martin Picard, Un chef à la cabane, dans une de ses émissions, il teste différents sirops produits à partir d'érables ou de bouleaux. Ah, Et oui. c'était assez difficile pour eux, des fois, de distinguer lesquels étaient des bouleaux, lesquels étaient des érables. Donc, on s'entend pour penser que celui de l'érable à sucre est celui qui est le plus goûteux, mais c'est possible aussi d'en produire à partir de d'autres espèces d'arbres. Donc, si jamais on avait une espèce envahissante qui décimait tous les érables du Québec, on aurait peut-être une alternative. Oui, effectivement. Peut-être que je ne sais pas à quel point ils sont autant productifs que nos érables à sucre, mais oui, on pourrait produire avec d'autres espèces. Avec d'autres espèces. Donc, ben, je vous fais un petit dernier appel. Ce serait vraiment le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrivez-les. Et puis, on pourra les poser à Isabelle. Il y avait une autre question, quelqu'un qui se demandait tantôt, juste un peu avant, tu parlais du moment où les arbres vont avoir des bourgeons qui vont éclore et tu parlais de l'ensoleillement qui avait une certaine importance, en tout cas de la luminosité. Il y a quelqu'un qui nous demandait, est-ce qu'il pourrait y avoir une différence, par exemple, si au printemps il fait toujours soleil ou si au printemps il fait toujours nuageux. Donc, est-ce que c'est la quantité de lumière qui va arriver au sol ou si ce sont les heures d'ensoleillement, l'heure du lever et du coucher du soleil? En bonne scientifique, je te dirais que pour savoir exactement qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, tout le printemps était nuageux, absolument sans soleil direct, qu'est-ce que ça aurait comme impact? Il faudrait probablement faire l'expérience, puis je peux pas me prononcer là-dessus, mais je sais que l'important, c'est aussi la durée, donc le temps qu'il y a de l'ensoleillement du matin au soir, donc la durée du jour, puis même s'il y a des rayons lumineux, les feuilles sont capables d'absorber une certaine portion de ces rayons-là qui traversent les nuages. Donc, c'est pas aussi puissant que de la lumière directe, mais pour les feuilles, ils sont quand même capables d'extraire de l'énergie. Puis, à ce moment-là, c'est assez variable au printemps entre le soleil et le temps nuageux, ce qui fait en sorte que je pense que c'est sans impact là, sur la croissance réelle ou la productivité des plantes. Mais il faudrait le tester en serre puis recréer cette condition-là pour voir, par exemple, quelle est la perte de productivité. Mm-hmm. Puis, ben, on parle encore des arbres, des troncs. Donc, on a eu là, des questions là-dessus, là, plusieurs observations. Parfois, on peut voir dans des troncs des trous, des petits trous. Donc, c'est quoi la panoplie de raisons qui pourrait expliquer qu'il y a des trous sur les écorces des arbres? Mais par exemple, il peut y avoir des nœuds, des branches qui ont été perdues, puis ça crée une cavité à la surface de l'écorce. Puis à ce moment-là, ça peut être exploité par des oiseaux qui vont aller creuser pour se créer un espace pour nicher. Puis souvent, ces cavités-là peuvent aussi être à haute variable. Donc, un oiseau un moment, un écureuil un autre. Donc, c'est le genre de phénomène qui peut arriver pour créer une cavité dans un arbre. Puis si on voit plein de petits trous rapprochés, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être un animal? Est-ce que ça peut être une maladie? Écoute, je suis pas une détective des cavités dans les arbres, mais ma première hypothèse pourrait être que c'est peut-être un pic-bois qui est allé taper du bec pour extraire des bibites, comme on appelle, pour se nourrir. Puis sinon, je le saurais vraiment pas. Oui, on les entend peut-être un peu plus facilement. On dirait quand il n'y a pas de feuilles dans les arbres, les pics-bois, justement, on dirait que ça résonne plus.
Oui, puis en ce moment, il y a normalement, là, à ce temps-ci de l'année, il y a beaucoup de recensements de nids parce que les oiseaux sont de retour, puis on voit encore les nids dans les feuillages des arbres parce qu'il n'y a pas de feuilles. Donc, c'est un des moments les plus importants pour les chercheurs qui étudient les oiseaux pour recenser les nids. Donc, si vous prenez une marche dehors, essayez de regarder les feuillages puis de repérer les nids, les branchages, en fait, parce qu'il n'y a pas encore de feuilles. Mais on voit beaucoup de nids dans les hauts des arbres qui sont faciles à repérer, recenser. Il y a des nids d'oiseaux, puis les écureuils, eux autres aussi, ils se font des nids. Est-ce que je me trompe? Je suis vraiment pas une spécialiste des écureuils. Oui, ben on invitera quelqu'un qui est spécialiste des petits mammifères dans ce cas-là. Mais on voit beaucoup d'écureuils en ce moment, des oiseaux, des petits rongeurs. Ben écoute, oui, Il y avait une question tantôt sur est-ce que le terme écologique est un terme adéquat pour donner à des produits qui sont moins nocifs pour l'environnement, par exemple. Mais je dirais que c'est comme un peu si on met bon pour la santé sur des pâtes dans lesquelles on a ajouté un peu de quinoa. T'sais. C'est un peu une question de mode pour vendre plus un produit. Donc, quel est l'adjectif réel ou la modification réelle qui a été apportée au produit? Écologique, c'est un peu pour satisfaire notre tendance actuelle de vouloir essayer de faire une amélioration pour l'environnement, mais en bout de ligne, qu'un produit soit écologique ou non, il faut faire une recherche plus grande pour vraiment comprendre s'il est nocif pour l'environnement ou non. ah oui, ben c'est intéressant, hein. Tous les liens comme ça avec l'économie, l'écologie, on s'en sort pas quand même, mais en même temps, ça nous permet d'aborder l'écologie d'une autre façon aussi, peut-être de la mettre un peu plus là, de l'avant. Ben, merci, écoute, vraiment pour toutes ces questions, Isabelle. Donc, merci beaucoup. Donc, tu restes avec nous, par exemple. On aimerait bien que tu restes encore avec nous. On a discuté, donc, évidemment, avant cette présentation-là. Et on vous propose donc deux activités. On va essayer, chaque fois qu'on parle avec quelqu'un comme ça, de vous présenter des activités que vous allez pouvoir faire. Alors, comme ces vidéos-là sont enregistrées pendant la crise sanitaire de la COVID-19, encore une fois, évidemment, si vous sortez à l'extérieur, c'est toujours selon les règles sanitaires en vigueur là où vous êtes. Mais la première activité, donc tu nous parlais, tu nous proposais, Isabelle, une activité au sujet du débourrement des feuilles. Donc, premièrement, ben, qu'est-ce que c'est le débourrement? Puis, quelle activité est-ce que tu nous proposes? Donc, à la sortie des feuilles, quand on passe du bourgeon à la première sortie des feuilles, ce qu'on peut voir, c'est que les arbres, les différentes espèces, débourrent pas au même moment. Donc, les feuilles ne sortent pas au même moment dans le printemps, début de l'été. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles espèces ont leurs feuilles en premier. Donc, par exemple, les bouleaux peut-être en début de saison, les érables un peu plus tard. Puis, on parlait avec Jean-Philippe aussi que différentes régions vont avoir une sortie de leurs feuilles à différents moments. Donc, les feuilles sortiront pas au même moment en Estrie versus Rouyn-Noranda. Donc, ça peut être vraiment intéressant de suivre à quel moment les feuilles des arbres sortent. Donc, ben, l'activité que je vous propose, une activité d'écologie, le débourrement des feuilles. Donc, je vous propose de choisir un arbre et de prendre une photo d'une branche. Donc, en ce moment, normalement, peut-être que ce n'est pas le cas dans votre région, peut-être qu'il y a déjà des feuilles qui sont sorties, mais prenez une photo d'une branche et ce qu'on vous propose, c'est par la suite, dès le début du débourrement des feuilles, bien, de prendre une photo chaque jour en gardant toujours le même angle que vous avez pris dès le départ de la branche pour voir son évolution dans le fond, pour qu'on puisse voir un peu à quelle vitesse ça se passe d'une journée à l'autre. Et si vous êtes capable d'identifier l'arbre par la suite, peut-être que vous n'êtes pas encore capable, peut-être qu'avec les feuilles, ça va vous aider, mais ce serait vraiment une super chouette idée que vous publiez par la suite les photos en précisant les dates, si vous en avez pris 4, 5, 6, les dates auxquelles vous avez pris les photos et également peut-être votre région administrative. Donc, ce serait intéressant de voir si les bouleaux jaunes dans une région vont avoir un débourrement des feuilles en même temps que en Estrie que ceux qui sont en Abitibi. Donc, peut-être que ce ne sera pas nécessairement exactement les mêmes dates. Puis là, ben, je dis ça, peut-être qu'il n'y a pas de bouleaux jaunes qui peuvent pousser en Abitibi. Isabelle, est-ce que tu le sais ou c'est peut-être trop précis? Mais je pense qu'il y en a ben, peut-être pas du jaune, mais il y a du boulot à papier, puis il y a des poches là, d'espèces tempérées, autant au nord qu'en Abitibi, peut-être pas partout, par exemple. OK. Donc, ben, s'il y a des gens dans cette région-là, on vous salue et ben, vous pourrez nous aider à répondre à cette question-là. La semaine dernière, vous avez été plusieurs vraiment à répondre à l'appel jusqu'à hier. Il y a eu des gens qui ont publié des photos. Donc,
On vous encourage vivement à continuer à le faire parce que ça nous permet de stimuler des questions, ça nous permet d'interagir. Il y a des gens même qui répondent, qui partagent leur expertise. Donc, c'est vraiment une super réaction que vous avez eue et on vous encourage fortement à continuer à le faire. Ça, c'est la première activité. Et Isabelle, donc, tu avais une deuxième activité que tu nous proposais au sujet de la décomposition cette fois-ci, une activité surprenante quand même. Oui, donc je proposais qu'on mette différents types de matériaux ou de déchets organiques, pas de la viande, pas des os, pas du poisson, là, qui pourraient attirer excusez-moi, j'ai oublié le mot, mais des charognards, merci. C'est ça. Donc, par exemple, une pleure de banane entière versus une pleure de banane en tout petits morceaux, un noyau d'avocat, des pleurs de pommes ou un mouchoir, par exemple, puis on l'enterre dans notre jardin ou dans notre cour à un endroit marqué, puis on le laisse tout l'été, puis à la fin de l'été, on essaie d'aller voir qu'est-ce qui reste de ces matières-là organiques pour voir un peu comment différents types de matières se décomposent à différents rythmes. Alors, on peut choisir des matières organiques ou non organiques tant qu'elles sont non toxiques. Par exemple, un pot en vitre, est-ce que ce serait toxique ou non toxique? Je pense que je suis vraiment pas une spécialiste non plus sur la libération des molécules toxiques de nos déchets, là, mais je pense que la vitre pourrait être un type de matériau assez sécuritaire à enterrer chez soi, là, mais à petite échelle, on s'entend. Alors, dans le doute, abstenez-vous, mais peut-être qu'on vous suggérera pas d'aller, par contre, enterrer du plastique à côté de votre plant de tomates. Là, ce serait peut-être un petit peu plus délicat. Donc, choisissez des matières organiques, non organiques. Il faudra peut-être que vous mettiez des indicateurs, évidemment, pour ne pas l'oublier, pour bien retrouver. Donc, vous enfouissez ces matières-là et on va attendre vos photos, pas tout de suite, mais à la fin de l'été. Prenez des photos maintenant pour qu'on puisse comparer par la suite. On peut aussi choisir de prendre une banane, juste un petit bout de pleure de banane, une banane entière, une demi-banane, donc quelque chose aussi qui va pouvoir avoir différentes formes, un même aliment, et voir les différences. Si on met des petits morceaux de banane, si on met une grosse banane, est-ce qu'il y a une différence? Parfois, on se demande qu'est-ce qui peut avoir un effet. Est-ce que les petits morceaux peuvent avoir un meilleur effet pour la décomposition? Donc, faites vos tests pendant tout l'été, votre expérimentation maison, puis par la suite, ce sera vraiment une super surprise de voir qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'été. Donc, ce sont les deux activités qu'on vous propose sur le débourrage, le débourrement des feuilles. On dit débourrage ou débourrement, Isabelle? Débourrement, je pense. Débourrement, d'accord. Et sur la décomposition. Donc, c'est ce qui nous mène tranquillement vers notre conclusion pour aujourd'hui. Isabelle, juste avant qu'on se quitte, donc j'aurais envie de te demander, dans le fond, toi, tu es en écologie, tu t'intéresses à tout ça, tu es rendu une professeure, chercheur. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te fascinent, qui t'impressionnent, des choses que tu dis, wow, j'ai encore mon cœur d'enfant quand je suis en train de faire ça dans mon travail? Est-ce que tu as encore cette flamme-là? Et qu'est-ce qui te procure cette flamme-là, si tu l'as? En fait, oui, j'ai encore cette flamme-là, puisque en plus, je viens de commencer tout juste mon poste en janvier dernier. Donc, c'est assez récent. Mais ce qui me passionne le plus présentement, c'est vraiment la programmation, puis les biostatistiques, la bioinformatique. Donc, quand j'en fais, je suis vraiment une passionnée de ce genre d'activité-là. C'est une passion pour moi, puis je la perds pas, là. Donc, c'est très agréable. Mais ce que j'aime le plus, puis c'est peut-être ce que toi t'aimes aussi, Jean-Philippe, c'est les interactions avec les étudiants, mentorer la relève. Donc ça, c'est une de mes passions également, de transmettre mon savoir. C'est pour ça, entre autres, que j'accepte de faire des activités comme ça aujourd'hui avec toi. Quand tu es sur le terrain, là, quand tu es en train de marcher dans un milieu, que ce soit naturel ou urbain, qu'est-ce qui te fascine encore quand tu observes? Présentement, c'est plutôt pas nécessairement ce que je vois, mais ce que j'entends. Moi, c'est le son du vent dans les feuilles autour de moi, puis la paisibilité d'être dans la forêt, puis d'entendre moins de bruit provenant des voitures ou de la vie urbaine. Ça me fait vraiment du bien à l'âme. Ben écoute, je te remercie vraiment chaleureusement, Isabelle. Je ne sais pas si on est capable de se faire un petit high five. Je l'avais déjà fait tantôt, mais oui, tu n'étais pas là. Ah ben oui,
Donc, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents. Les capsules des sciences dehors à l'école, les capsules qu'on est en train d'enregistrer vont être disponibles, évidemment. Je vous invite à les partager sur Facebook. Et très bientôt, donc celle de la semaine dernière a déjà été publiée sur Facebook. Si vous cherchez avec mon nom Jean-Philippe Ayotte-Baudet, je vais les rendre disponibles sur YouTube également. Et on aura tout bientôt un site qui va s'appeler sciencesdehors.com. C'est en préparation avec une équipe de bénévoles de la page Facebook, des membres de la page Facebook. Donc, il y a tout ça qui s'en vient aussi, mais je vous invite à partager la vidéo. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous allez peut-être voir d'autres vidéos ici. Et je sais qu'éventuellement, vous allez pouvoir vous abonner à la page par là. Je vous remercie encore une fois. On va se retrouver la semaine prochaine. Je suis à la recherche d'un autre scientifique pour venir nous rencontrer. Et on va aborder comme ça encore pour les prochaines semaines des thématiques de sciences. On attend vos questions et surveillez lundi prochain l'annonce de notre personne qui sera invitée. Et dès que vous aurez l'annonce, je vous invite à poser vos questions sur la page Facebook. Comme ça, on pourra les intégrer. Alors, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir été en grand nombre, encore une fois, là, à cette présentation-là. On se retrouve la semaine prochaine et encore une fois, très chaleureusement, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Isabelle, et bonne chance dans tes activités de recherche à venir. Salut! Merci! Bye! Bye!